Donc moi, je vous souhaite d'abord la bienvenue. C'est notre premier webinaire ici à la Fonderie. Donc, vous en avez certainement fait beaucoup depuis quelques mois. J'ai croisé l'un ou l'autre d'entre vous sur d'autres webinaires. Donc, pour nous, c'est une première. Vous voyez derrière moi, je ne suis pas dans l'exposition, je suis chez moi, mais ce premier webinaire s'organise autour de notre exposition derrière le hublot. Vous l'avez peut-être déjà visité. Si vous ne l'avez pas encore découverte, c'est l'occasion de venir. Je vous rappelle que les musées, c'est la seule chose qui est ouverte en Belgique. D'un point de vue culturel, ce sont les musées, donc il faut en profiter. Alors, Véronique Pouillard est une amie de longue date de la Fonderie. Donc, Véronique est historienne, docteur en histoire, et travaille depuis longtemps sur la publicité. Et dans nos publications, dans nos expositions, c'est un réflexe. On fait toujours, à un moment donné, on arrive toujours, est-ce qu'on ne pourrait pas demander quelque chose à Véronique Pouillard, hein, parce qu'on sait que sur la publicité, elle aura des choses à dire. Et elle est toujours dans les conversations, dans les brainstorming autour de publications, autour d'expositions. Donc, c'est quelqu'un qui est central à notre travail à la Fonderie. Alors, maintenant, elle est loin de nous puisqu'elle vit et travaille à Oslo où elle enseigne l'histoire internationale. Et Véronique travaille aussi sur la notion de propriété intellectuelle. Donc, c'est tout un débat très intéressant et est une des spécialistes de la publicité. Alors, Dieu sait si la publicité est importante dans la thématique de la lessive. Si vous visitez notre exposition, vous en verrez beaucoup de publicité. Je vous rappelle aussi que la toute première publicité filmée qui a été réalisée par les Frères Lumière en 1896 est une publicité pour Sunlight, donc pour un produit lessiviel, pour un savon. Donc, ça montre l'importance de la publicité dans la lessive. On a tous en tête Dash, Homo, toutes les publicités qui ont bercé notre enfance, mais qui continuent aujourd'hui, bien évidemment. Et Véronique va nous parler de l'histoire de la publicité au sens large, de la manière dont les messages publicitaires représentent l'autre. Merci beaucoup Pascal pour cette entrée en matière et cette présentation extrêmement chaleureuse. Je me réjouis beaucoup d'être là. J'aurais énormément voulu voir l'expo sur la lessive, je ne l'ai pas encore vue, mais bon, j'ai eu toutes sortes d'indications et puis le cahier, etc. Donc, j'ai entendu que les présentations dans le cadre de la journée de l'eau avaient été couronnées de succès. Et je me réjouis vraiment beaucoup de vous voir ce soir et de vous parler d'un thème complexe, parfois polémique, certainement très polémique ce soir, qui est celui des images en publicité et des représentations de l'altérité. Alors, je vais partager mon écran parce que j'ai plein d'images à vous montrer. Voilà, ici, et je vais vous le mettre en plein écran. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Voilà, vous voyez tous les images. Oui, parce que je pense que l'image est particulièrement importante. Donc, voilà. Donc, ce travail fait aussi partie d'un projet plus large. Comme le disait Pascal, je suis revenue à la marque en travaillant sur la propriété intellectuelle. Mais ici, c'est aussi le fruit de recherches antérieures sur l'histoire de la publicité. Alors, la publicité, qu'est-ce que c'est, hein? On en a tous, évidemment, toutes sortes d'idées. On a un vécu avec ou sans la publicité, si on essaye de vivre sans, mais malgré tout, généralement avec. C'est bien sûr une forme de communication qui est développée à des fins commerciales pour promouvoir des produits, des services. On peut aussi parler de publicité d'État, par exemple, pour promouvoir la sécurité routière ou la vaccination, par exemple, quelque chose qui est très familier dans notre univers ces jours-ci. La publicité, c'est aussi le fruit d'un travail commun entre un annonceur et ici à gauche, la publicité pour la sécurité routière que vous voyez là. Ce n'est pas une publicité d'État, même si c'est une publicité pour la sécurité, c'est une publicité qui émane bien
d'un annonceur qui est ici la Royal Dutch Shell. Alors, cette publicité, elle se fait entre l'annonceur, le média et progressivement l'agence. L'agence qui est un service spécialisé qui prépare le message, la campagne de publicité. Voilà. Alors, ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, le temps le permettant, c'est, bon, j'ai thématisé ça en 4 parties. D'abord, c'est la question de la naissance de la publicité comme profession, comme le disait l'historienne française Marie Chessel. La publicité, en effet, n'est pas d'emblée une expertise professionnelle, mais elle va le devenir, et elle va le devenir notamment grâce ou à cause des publicitaires américains. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais approcher avec vous la question des stéréotypes en publicité. Et ce soir, vu la question de la lessive, on ne va pas aborder tous les stéréotypes possibles et imaginables, mais on va surtout regarder ensemble les questions du genre, du colonialisme, l'impérialisme et de l'altérité. Et puis, après ça, on avancera davantage dans la direction de la publicité des lessiviels, de leur représentation et des injonctions aux consommateurs et surtout aux consommatrices. Et enfin, on reviendra vers la fin avec la question de l'éthique publicitaire. Avec ces questions, la publicité doit-elle aller toujours plus loin? Et bien sûr, est-ce que cette vision de la publicité est devenue rigoureusement impossible? Et là, bien sûr, j'imagine qu'il y aura plein de questions pour le débat. Je pense que c'est très, très important, en effet, de débattre de ces questions. Alors, avant de continuer, je voudrais faire la remarque qui est, à mon avis, assez peu étonnante, mais qui doit quand même être faite, qui est que je vais vous montrer certaines images dans cette série de diapositives qui sont à caractère raciste et sexiste. Et bien sûr, ce sont des vues que je ne partage pas du tout. Et je m'excuse d'avance si certaines de ces images ne sont peut-être pas toujours les plus agréables. Voilà. Alors, la publicité, au tournant du XXe siècle, devient cette expérience professionnelle. Et cette expérience professionnelle, elle va s'instaurer dans un contexte où, pour beaucoup d'observateurs déjà, la publicité apparaît comme un boniment. Les remarques critiques à l'égard de la publicité ne sont pas du tout nouvelles. Bien sûr, elles se sont sans doute amplifiées quand on pense à ce que les algorithmes peuvent aujourd'hui produire en termes de personnalisation de la publicité. Mais la publicité apparaît déjà aux consommateurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. La publicité apparaît déjà comme intrusive, problématique, mensongère. Et face à ça, les publicitaires vont réagir par l'autorégulation. Donc ça, c'est une constante. Les publicitaires, tout au long de leur expérience, tout au long du siècle, j'ai envie de dire, du siècle précédent, les publicitaires vont proposer de s'autoréguler, vont proposer d'eux-mêmes construire des règles de déontologie, des règles de bon fonctionnement. Et en 1911, notamment aux États-Unis, est fondé un mouvement qui s'appelle Vérité en publicité. Et en Europe, à ce moment-là, comme on va le voir, on parle aussi de débarrasser la publicité de ces charlatans, charlatans qui vendent très cher des potions, des remèdes, promettant des guérisons impossibles, par exemple. Comme on le voit ici, ce petit extrait vient d'un journal belge. À la fin du 19e siècle, on trouve ce type de publicité de manière très courante. Alors, c'est un Belge qui s'appelle Paul Mosselmans, qui est l'auteur du premier ouvrage théorique en français sur la publicité en 1907. La publicité, comment s'en servir, pour lequel vous voyez d'ailleurs une publicité là à gauche. Mosselmans a étudié le commerce et la communication. Il est en admiration devant le commerce américain, la culture américaine, et il pense aussi que la publicité ne doit plus être laissée au hasard. La publicité doit faire l'objet d'un travail planifié, précis, conceptualisé, et doit être confiée, bien sûr, à des agences, selon lui. Ces agences ne sont pas des agences de presse, ne sont pas des annonceurs. Elles vendent uniquement la conception. On voit là la main qui dessine. C'est la conception du message, la conception de l'image. Et ces agences se rémunèrent en général à la commission sur le média, qui est d'environ 15% sur le prix de l'espace média. Donc, ce modèle de l'agence
commence à se développer à ce moment-là. Paul Mosselmans va travailler à légitimer la publicité. Il écrit donc La publicité, comment s'en servir. Et puis, en 1910, il livre un court ouvrage, à peine quelques dizaines de pages, qui est un traité de publicité coloniale. Donc, comment faire la publicité en partant du cas du Congo belge. Au cours de mes recherches, je n'ai pas eu la preuve qu'il ait voyagé au Congo, mais en tout cas, il s'y est intéressé, comme il s'est intéressé à la publicité aux États-Unis et à la publicité également en Allemagne. Pour lui, c'était là des régions où l'économie était en plein développement et où donc il était important pour les publicitaires de se positionner, pour les publicitaires de comprendre ces marchés. Alors, Mosselmans, en écrivant sur la publicité coloniale, va structurer son étude autour de deux questions. L'une, c'est la publicité des produits du Congo vers l'extérieur, notamment vendus vers la métropole. Et l'autre question, c'est comment organiser la publicité sur les marchés congolais eux-mêmes. Donc, la publicité pour le Congo, que ce soit via les coloniaux, vers les coloniaux ou vers les Congolais. Alors, Mosselmans insiste dans son traité La publicité coloniale sur la nécessité de développer chez les Belges un sentiment patriotique, afin, dit-il, que les Belges achètent les produits de la colonie. C'est le patriotisme, le sentiment patriotique qui, là, prétend-il, assurera le succès. Mosselmans, en outre, développe aussi une vision qui est quelque part assez naïve d'un marché de grande consommation au Congo. Il souhaite notamment, je cite, « éduquer les populations noires à la société de consommation, à la belge, à consommer les produits belges, dans une idée d'expansion coloniale, de paternalisme colonial envers les populations locales. » Mosselmans évoque aussi l'idée d'un label ou d'une marque congolaise pour promouvoir les produits faits au Congo. Cette marque ne verra pas le jour dans la manière dont il l'entend à ce moment-là. Donc, on a à ce moment-là cette brève théorisation de la publicité coloniale avec l'idée qu'il y aura là des marchés en expansion, de nouveaux clients et aussi une vision très naïve de la psychologie des colonisés ainsi que des colonisateurs, avec l'idée que le colonisé est finalement l'enfant auquel le parent, le colonial vu comme parent, va devoir s'adresser avec des messages simplifiés, avec des couleurs, etc. Donc ça, ce sont les théories que Mosselmans développe, qui sont d'une vision extrêmement paternaliste du message publicitaire dans la colonie. Alors, la profession de publicitaire, elle va continuer à se professionnaliser de manière, j'ai envie de dire, de plus en plus sérieuse, de manière de plus en plus pondérée, avec des cours adéquats, notamment de graphisme publicitaire. Ici, on a une photographie qui est prise dans les cours de design publicitaire à la Cambre, où on a là une recherche esthétique d'un message aussi qui soit relativement épuré, qui soit adapté à une certaine modernité et au développement de nouveaux produits de consommation. À la même époque aussi, la publicité devient une activité centrale qui s'affiche pour elle-même dans les expositions universelles et internationales. À la droite de votre écran, vous voyez une photographie du pavillon de la publicité belge à l'Expo 35. Donc là, c'est un pavillon où l'on montre la profession de publicité en elle-même, de publicitaire en elle-même, n'est-ce pas? Donc la publicité devient une fin en soi professionnelle, j'ai envie de dire, dans ce type de manifestation. Donc la publicité se professionnalise et on y reviendra avec des agences belges locales qui vont se faire absorber par des agences internationales. Ici, je vous montre ceci vraiment à titre de contexte très largement. Ça donne une idée. Bon, c'est d'avant la crise de la corona, ce serait intéressant de voir comment ça évolue. Mais on a les revenus de la publicité mondiale et on voit qu'aujourd'hui, la profession est concentrée dans des grandes agences, des grands groupes internationaux. 4 grands aujourd'hui dominent le marché. Et autour du monde, les publicitaires continuent de fonder de petites agences locales. Dans le jargon professionnel, on les appelle les hot shops. Et ces hot shops sont souvent célébrés pour leur inventivité. Et après, elles vont se faire racheter par ces grandes multinationales. Donc, la concentration est bien là depuis les années 70-80, disons. Elle est vraiment effective. Alors, les États-Unis, qui sont considérés comme le pays d'origine de la publicité moderne,
reste aussi aujourd'hui le plus grand marché publicitaire, avec bien sûr la Chine qui va de plus en plus l'étalonner. Et c'est intéressant de voir comment les agences américaines, par exemple, se sont implantées en Chine et ont dû se plier aux desiderata et à la culture de tel marché. Alors, cette internationalisation, elle s'est faite graduellement au cours de l'entre-deux-guerres. Les Américains s'implantent en Belgique au cours de l'entre-deux-guerres et c'est un coup d'accélérateur pour la profession publicitaire. Et ils vont thématiser, ici vous voyez une de ces agences américaines thématisant son expansion internationale. On a bien le doigt sur la côte Est avec tous ces fils tirés en direction de ces bureaux européens. Ces bureaux européens, soit fondés comme des branches par l'agence américaine, soit déjà des rachats de bureaux de publicité locaux par les Américains. Alors, cette américanisation, cette entrée tonitruante des publicitaires américains en Europe, elle va poser un tas de questions, un tas de problèmes. Alors, d'une part, il y a des agences locales. On pense par exemple à un Français comme Publicis, qui vont rester, qui vont s'implanter, qui vont durer et qui ne vont pas, j'ai envie de dire, plier devant l'hégémonie américaine, Publicis étant devenu l'un de ces 4 grands d'aujourd'hui. On a encore la présence d'agences de presse, comme Havas, qui sont toujours là et qui organisent la publicité outre le travail média. Donc là, on a le couple média-publicité qui travaille main dans la main. Et puis, on a la question qui est posée à ces agences américaines, les agences américaines qui vivent, qui ont l'habitude, j'ai envie de dire, du marché américain qui est le plus important à l'époque, marché de consommateurs du monde. Marché américain qui fonctionne aussi alors entièrement en anglais. Il n'y a pas de place donnée à d'autres langues. Aujourd'hui, on peut penser par exemple à une publicité en espagnol, mais à l'époque, on est vraiment dans l'anglais. Alors, quand ces agences américaines vont débarquer en Europe, elles vont rencontrer une série de problèmes. Un problème, c'est que les formats de publication ne sont pas standardisés. On pense au format tabloïd, mais il y a différents formats de publication alors en Europe. Et ça veut dire que souvent, pour les publicitaires, il faut refaire ce qu'on appelle les flancs, c'est-à-dire les prototypes d'une image publicitaire. Il faut les refaire selon les différents formats. C'est ce qui est symbolisé là, dans cet extrait à l'usage interne de l'agence Thomson. Alors, ces agences américaines doivent aussi s'adapter aux différentes langues qui sont pratiquées en Europe. Ça veut dire que la publicité qui a été conçue pour les États-Unis, il faut la refaire en français, en néerlandais de Belgique, en néerlandais tel qu'il est parlé en Hollande, et puis en italien. Pour les marchés d'Europe centrale, il faudra passer vers les langues slaves, etc., etc. On voit bien ce que ça donne. Et donc, ça veut dire que ces agences américaines, quand elles arrivent en Europe, souvent, elles vont commencer par perdre de l'argent. Et elles vont rester en pensant à l'avenir, en se disant c'est l'avantage du premier arrivé et c'est l'implantation à long terme avec la possibilité qui est que le marché américain va permettre d'investir dans les marchés européens. Alors, on voit aussi des problèmes de vente de certains pays. Par exemple, l'agence Thomson, à la fin des années 20, commence à vendre Coca-Cola, comme vous voyez à droite, et puis ça ne marche pas. Alors, un agent de chez Thomson qui va parler à un distributeur belge, et ils sont à Anvers, et donc ils vont s'asseoir aux eaux d'Anvers et ils discutent. Et là, cet agent de Thomson finit par comprendre que le Coca-Cola se vend mal en Belgique parce que la réfrigération n'est pas aussi développée qu'aux États-Unis. Il n'y a simplement pas assez de frigo, et évidemment, le Coca tiède n'est pas un produit très attractif. Donc, il faut comprendre, dans le chef de ces agences, comment s'adapter, adapter les produits, mais aussi la culture, les croyances, l'humour. Les publicitaires de Thomson se rendent compte aussi, par exemple, qu'une blague qui fait mouche avec les Belges ne fera pas nécessairement mouche avec les Hollandais. On a comme ça des récits. Alors, il faut pouvoir s'adapter à toutes ces différences et variations culturelles. Et là, les publicitaires américains ont parfois des difficultés. Il y a même des cas comme ici, c'est la branche américaine de Lord & Thomas qui va se faire racheter par des Belges parce que ça ne va pas très fort pendant la crise économique des années 30. Alors, ces publicitaires, ils vont aussi utiliser les outils les plus développés de l'époque en termes de compréhension des marchés.
Ça va être l'étude de marché. Les agences américaines importent l'étude de marché dans les années 20 en Belgique et commencent à développer cela à diverses échelles pour des produits ciblés. Les publicitaires vont aussi s'intéresser de très près à la psychologie, dès le 19e siècle, utilisant les techniques notamment de l'hypnose, ou en tout cas s'en inspirant pour essayer de comprendre comment mieux construire le message publicitaire. L'idée est que les stimuli de la publicité peuvent introduire des émotions et des actions. Mais on va aussi se rendre compte qu'il faudra là être prudent, puisque assez rapidement, les publicitaires voient que leurs messages peuvent engendrer aussi des réactions négatives. La séduction est là, mais aussi la saturation n'est jamais loin. Et ça va devenir une question très importante pour les publicitaires. Comment éviter de lasser, de saturer? Il faut capturer l'attention. Pour ça, il faudra parfois choquer, mais il faut éviter de lasser. Et on parle déjà de matraquage, etc. Alors, la génération suivante d'après-guerre, et ça c'est Ernst Richter qui est là en bas en photo, la photo du bas, la génération suivante, ce sera l'après-guerre, va commencer à utiliser aussi les méthodes de la psychanalyse, avec notamment des panels de consommateurs, sonder les consommateurs pour voir ce qui suscite l'attention, ce qui suscite la réflexion. Pendant longtemps, cette publicité, elle reste un métier d'homme. Les agences sont dirigées par les hommes. Le personnel qui n'est pas un personnel purement ancillaire, purement de secrétariat, est un personnel masculin. La conception des messages est faite par les hommes. Au design, au dessin, c'est la même chose. Et pourtant, comme on peut le voir ici et comme on le sait bien, on y représente beaucoup les femmes. Beaucoup de ces représentations sont associées à des catégories de produits. Par exemple, on pense à la séduction, l'image de droite, cette femme en rouge, la séduction qui restera utilisée pour vendre des automobiles, pensons au salon de l'auto. Ou la maternité, ça c'est l'image de gauche, pour vendre des produits de grande consommation, notamment des produits domestiques, comme bien sûr le savon. On utilisera là la notion d'attention, de soin. On utilise aujourd'hui le mot care, par exemple. Eh bien, cette image-là, elle est déjà très présente. Donc, un métier d'homme avec beaucoup d'images de femmes. Et face à la question du genre, les grandes agences publicitaires vont chercher à engager des femmes après la Deuxième Guerre mondiale. Et ici, peut-être que certains d'entre vous ont vu la série Mad Men. On y voit là des personnages de femmes assez complexes, assez différents, qui ont aussi beaucoup de mal à s'imposer en agence, qui ont beaucoup de mal à se faire une place et qui ont tendance à ne pas atteindre, j'ai envie de dire, tout à fait le haut de l'échelle. Alors, une des premières femmes qui va gagner du galon en agence, et ici je ne parle pas de fiction, mais bien de personnages réels, ça a été Helen Lansdowne Resor, qui a été engagée par l'agence J. Walter Thompson dans le but de mieux comprendre les consommatrices. Alors, le but ici, c'était bien de les cibler, c'était de les comprendre, non pas dans l'idée de répondre à une vision progressive, mais d'arriver à, bien sûr, les faire acheter. Et Helen Resor va concevoir cette campagne pour le savon Woodbury's, une peau que vous aimez toucher. Alors, on l'interrogera par la suite sur cette campagne, parce que ça a été une campagne assez importante, une campagne qui fait appel peut-être plus que d'autres auparavant à la notion d'émotion. On voit aussi le toucher qui est représenté dans cette campagne, l'intimité. Là, on a peut-être quelque chose de nouveau. Helen Resor a expliqué qu'elle s'est basée sur une approche très intuitive pour réaliser cette campagne. Et elle devient, avec ça, une pionnière dans l'utilisation des émotions pour toucher les consommatrices. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que la consommatrice, ici, elle est aussi culpabilisée dans un rôle qui doit être un rôle de séduction. Il faut plaire à tout prix. Si on n'utilise pas le bon produit, on risque de ne pas plaire assez. Et c'est là que cette utilisation des femmes des deux côtés de la publicité, j'ai envie de dire, des deux côtés de l'écran, des deux côtés de la conceptualisation du message, cette utilisation des femmes devient importante, j'ai envie de dire, de leur propre aveu de praticienne. Alors, en parallèle, la publicité montre aussi, bien sûr, des stéréotypes bien différents de ceux du genre. Une question importante est le cas de la publicité dite coloniale.
on avait vu avec Moselmans qu'elle commence à être théorisée au tournant du siècle, avec l'idée là qu'il y a de nouveaux marchés. Et on va retrouver cette publicité coloniale dans de nombreuses instances. Une de ces instances, c'est la production d'images autour des expositions universelles, des expositions internationales et des expositions dites bien sûr coloniales. Ici, on a 3 images, celle du centre étant pour une exposition française et celle de gauche et de droite étant pour des expositions belges. Ces expositions ont suscité énormément d'attention de la part des historiens parce qu'elles ont, outre l'exposition de produits du génie, notamment scientifiques, techniciens, commerciaux, etc., les pavillons par pays, les pavillons par industrie. Ces expositions ont aussi, dans certains cas d'exposition coloniale et dans certains cas d'exposition universelle, présenté de véritables zones. Et ça a fait l'objet de très importantes études visant à essayer d'étudier ce qui s'était passé avec l'exposition de populations indigènes au regard du public. Donc, les expositions coloniales vont être un important lieu de publicité, de propagande pour les colonies qui véhiculent toute une série de stéréotypes sur l'autre, sur les populations indigènes, les populations des pays considérés. Le voyage va être un autre grand thème qui va nous montrer une série de représentations stéréotypées. Le voyage, les agences de voyage étaient d'ailleurs évoquées par Paul Moselmans comme un des véhicules possibles d'une publicité pour les colonies et un des exemples possibles dont s'inspirer déjà dans les années 1900. Donc le secteur des voyages va là, bien sûr, représenter l'altérité avec toutes les questions qui se posent autour de l'exotisme, que je ne développerai pas énormément aujourd'hui, mais qui sont bien sûr importantes pour contextualiser tout cela. Petit à petit, on va aussi voir des campagnes qui vont se voir beaucoup plus informatives, avec un autre type d'image, et ça, c'est davantage l'image de droite ici pour la Sabena, qui là vise à nous montrer un réseau. On est dans la continuité d'une publicité qui est une publicité qui peut être industrielle, informative, qui vise à vraiment donner aux consommateurs le plus d'informations possible dans un contexte qui est moins métaphorique et plus, j'ai envie de dire, plus sobre en général. Le besoin d'information prend donc alors le pas sur le cliché. D'autres exemples encore ici, comme la Compagnie maritime du Congo, et on retrouve là encore à gauche cette vision d'une information, n'est-ce pas, en noir et blanc d'ailleurs, très sobre, et puis à droite, une invitation au voyage qui peut contenir tous les stéréotypes possibles et imaginables. Donc avec ces affiches pour la Compagnie maritime du Congo. Alors, un domaine bien sûr où les stéréotypes sont très présents, c'est le domaine de cette importante exposition ici sur la lessive. Les publicitaires ont souvent eu l'idée que leur campagne pouvait éduquer, pouvait édifier, et aussi dans ces cas-ci peuvent contribuer à cimenter, par exemple, des rôles familiaux, une distribution des tâches dans une vie quotidienne. On voit ainsi l'enfant à gauche qui apporte un paquet de savon à sa mère. Au milieu, on voit des femmes en train de laver avec visiblement une certaine complicité entre femmes. Pour la marque multinationale Sunlight, on y reviendra, qui est une marque commerciale, une des marques commerciales à la longévité la plus importante. Sunlight a une longévité absolument exceptionnelle, notamment sur le marché belge. En termes de stéréotypes aussi et de produits de nettoyage, on voit encore l'image de droite, où là, on a la femme à gauche qui fait la vaisselle et l'homme soldat à droite qui nettoie son armure. On a une claire division de l'image. Il n'est pas question pour l'homme et la femme de passer d'un côté à l'autre, d'échanger leur armure contre leur casserole, et pas question pour la publicité non plus ici de questionner l'attribution de ces rôles. Pourtant, si la publicité veut éduquer, n'est-ce pas peut-être ce qu'elle devrait faire? Ce n'est donc qu'exceptionnellement tard que la publicité va remettre cela en question, qu'il s'agit de vendre du riz Uncle Ben's ou de la poudre à lessiver Ariel. Les stéréotypes publicitaires ont la peau très dure
Et la remarque, c'est de l'humour, a souvent servi à faire passer une pilule qui était bien amère. Ce n'est que très récemment que le changement va se produire. Il est quand même intéressant de voir que cette publicité Ariel, où le sourire de l'homme là peut cacher peut-être différentes interprétations, si, en tout cas, moi je me suis posé la question en voyant la photo, mais cette publicité de poudre à lessiver a été récompensée en 2018. Je pense que mon mari ne serait pas très, très heureux d'apprendre ça, mais c'est peut-être une autre histoire. Les limites imposées à la publicité vont bien sûr changer, les lignes vont bouger. Ce que l'on voit ici représenter la guérison sans opération du cancer ou les cigarettes Saint-Michel offertes pour la Saint-Nicolas des Papas ne sont plus guère autorisées aujourd'hui. Alors, l'argument des publicitaires face à ça, parce qu'on leur a quand même posé certaines questions, ça a bien sûr été l'autorégulation. En effet, on ne devrait pas en venir à censurer la publicité. Mais l'État a tout de même mis en place certains garde-fous, essentiellement pour interdire la publicité de produits pouvant induire en erreur, présenter des comparaisons à titre de concurrence ou nuire à la santé. Donc, alcool, tabac vont se trouver dans le viseur. Et c'est ce que fera notamment le jury d'éthique publicitaire. Ici, je m'excuse parce que je vous montre une publicité qui a d'ailleurs suscité un tollé général. Elle a suscité un vrai scandale, elle a été retirée. Le jury d'éthique publicitaire a d'ailleurs statué en disant que cette publicité ne devait pas être gardée sur le marché. Le jury d'éthique publicitaire fondé en Belgique en 1974 est composé de professionnels, est consultatif, et on a tous le droit de saisir le jury d'éthique publicitaire pour faire interdire une publicité si on le pense nécessaire. Alors, je vais quand même encore, avant de terminer, parce que je vois que le temps avance, mais je voudrais quand même encore vous montrer quelques photos de lessivielles, de publicité de lessivielles, notamment ici ces exemples de Sunlight. Alors, Sunlight est très intéressante aussi parce que la firme Lever Brothers, qui était très tôt une multinationale, d'ailleurs implantée au Congo, Sunlight avait sa propre agence de publicité en interne qui s'appelait Lindes, qui a été fondée dès la fin du 19e siècle. Alors, on voit ici la blancheur du savon, les femmes au travail, tout ça bien sûr dans la joie dans la maison. On retrouve ces stéréotypes de lavage, mais aussi de pureté dans les machines à laver. À noter que Bendix, la marque de droite, était la propriété de Marcel Boussac, l'entrepreneur français qui possédait aussi la maison Dior. Donc, on vend de tout, de la haute couture jusqu'aux machines à laver, en passant bien sûr par le textile. Stéréotypes qui peuvent aussi, j'ai envie de dire, se rassembler, comme on le voit ici dans cette lessive de la ménagère, une image de la Bibliothèque nationale de France, avec le slogan qui est présenté en dessous et qui, bien sûr, pousse dans ces dernières extrémités, dans ces derniers retranchements, un assemblage de stéréotypes qui inclut à la fois le genre et la race, l'altérité. On en trouve d'autres ici, avec là aussi ces questions de voir à la fois la question de la représentation des personnes noires et à l'inverse, la représentation de la pureté qui est ici, dans ce cas de publicité, associée par exemple au paysage alpin. Donc, on a là une concentration, j'ai envie de dire, de messages stéréotypés. Donc, la lessive, le blanc et l'autre, devient le sujet d'images. Et ces images peuvent être très prégnantes. Alors, dans l'ouvrage collectif Notre Congo, la propagande coloniale belge dévoilée, je vous le recommande chaleureusement, c'est un ouvrage collectif. Dans cet ouvrage, l'écrivaine burundaise Marie-Louise Sibazuri explique très bien les ravages que ce type d'images, celles que je vous montre à l'écran, peuvent faire sur les gens dès l'enfance. Le type de ravage que cela peut provoquer avec la difficulté d'accepter ce qu'on est, de ne pas vouloir, j'ai envie de dire, tomber dans ce message-là, dans ce message publicitaire. Et on en trouve de nombreuses itérations, parfois des stéréotypes multiples, comme ici, ce fameux biborax, qui nous montre à la fois le stéréotype de la personne noire, de la personne orientale, et j'en passe. On a comme ça de véritables séries. Alors, certaines marques, bien sûr, vont essayer de transposer ça, de passer à autre chose. Et aussi, on est encore, malgré tout, dans la lignée de Paul Musselman, de préparer une publicité
qui répondrait à des consommateurs différents sur des marchés différents. Et ici, c'est le cas de Luxe, le savon des stars, qui va montrer des stars blanches pour les marchés occidentaux et pour les marchés notamment indiens, montrer des stars de Bollywood. Donc là, on commence à avoir une volonté d'adaptation, une volonté de travailler tout à fait différemment par rapport à l'altérité. Et ce sera un très long chemin, évidemment, pour la publicité qui n'est pas toujours abouti. Alors, quand on regarde aussi la publicité du régime colonial, là aussi, on voit un changement. On va voir une communication qui va devenir beaucoup plus informative et aussi beaucoup plus institutionnelle. On va voir que le côté stéréotypé de la communication va de plus en plus faire face à une communication qui se veut plus sobre, plus didactique, plus informative. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des coexistences parfois étranges. Mais le poids des images ne passe pas et elles sont aujourd'hui largement remises en question, à commencer en ce qui concerne les représentations du colonisé. La publicité elle-même a changé. Les publicitaires tendent à souligner que pour attirer l'attention du consommateur, ils doivent jouer avec ses limites. C'est quelque chose que les publicitaires ont continué de dire. Pour attirer l'attention du consommateur, il faut quelque part le pousser. Mais ces limites ne sont plus du tout les mêmes que ce qu'elles étaient. Et la remise en question de la publicité est donc importante et sans doute durable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Véronique. Voilà, pas mal de matière de réflexion. Je crois qu'on peut passer aux questions. Alors, ce que je vous propose, c'est lorsque vous voulez poser une question, le plus simple, parce que comme vous êtes fort nombreux, je ne vois pas toujours les gens qui lèvent la main, c'est d'ouvrir votre micro et votre caméra et de nous faire poser la question à Véronique ou nous faire partager une expérience ou nous faire partager une réflexion que la conférence a éveillée chez vous. Voilà. Alors, moi, une question que je me pose peut-être déjà d'emblée, je vais commencer par là. Est-ce que... C'est une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que la publicité joue par confort des stéréotypes ou peut créer aussi, devance la mode et créer la mode, voire créer les stéréotypes? Donc, où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle est en amont ou en aval de la mode et donc du stéréotype? Merci pour cette question, Pascal. C'est un débat important. Je crois qu'on peut l'aborder en réfléchissant à la manière dont le travail se fait en agence. Et là aussi, pour ceux qui ont vu Mad Men, je fais un renvoi vers la série. Simplement pour dire qu'en agence, les créatifs vont rencontrer les clients, donc les annonceurs. Et donc, les créatifs vont proposer plusieurs projets à la marque, l'annonceur, les représentants de la marque. Et eux vont réagir et avoir au final le dernier mot, puisque c'est quand même eux qui payent via la commission média. Et une des réponses à votre question, c'est aussi de voir ce que l'annonceur va accepter. Et on peut avoir des annonceurs plus ou moins progressistes. Il y a quelques scènes dans Mad Men, d'ailleurs, où on voit un annonceur particulièrement rabat-joie qui ne veut pas s'aventurer dans une communication plus moderne, plus jeune ou plus intéressante. Mais du point de vue du publicitaire, il y a l'idée d'être innovant en communication et souvent du point de vue de l'annonceur, l'envie de rassurer. Alors après, bien sûr, ça peut bouger. C'est aussi une question humaine. Il y a des humains qui sont là derrière.
une des questions qui est posée aussi, c'est celle de l'humour. Qu'est-ce que l'humour? Qu'est-ce qui fait rire quand et qui fait rire qui? Et ça, c'est un énorme champ parce que à la fois la publicité, bien sûr, peut nous faire rire, peut nous éveiller à d'autres idées, mais elle peut aussi nous complaire dans une vision des choses qui peut être rassurante ou qui peut se baser sur un rejet des autres. Et donc là, il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règles, mais il y a certainement une image des préjugés de l'époque, des préjugés du temps, partagés par ce qui est censé être une majorité. Et ça veut dire que ça peut être un très précieux outil pour l'historien de la culture, pour l'histoire culturelle, mais ça peut aussi, bien sûr, dénoter d'un certain vieillissement, j'ai envie de dire, en termes de communication. C'était un petit peu ce qu'on voyait avec Ariel, cette pub qui est récompensée en 2018, et on se dit, mais enfin, bon, allez, on parle quand même de libération de la femme un peu plus tôt, on aurait pu voir des hommes derrière la machine à laver un peu plus tôt quand même. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, c'est ce que je me dis quand je vois ces images-là, c'est pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des hommes derrière la machine à laver plus tôt? Justement, par rapport, puis après je passe la question à la salle, par rapport à la publicité spécifique pour la lessive. Est-ce qu'il y a des grands moments dans ces publicités depuis un siècle où est-ce qu'on voit une évolution dans ces messages publicitaires? Oui, oui. Bon, il y a des grandes marques, hein. J'ai vraiment montré Sunlight parce que c'est une marque qui a duré. Je crois aussi qu'à un moment donné, ils ont pensé arrêter la marque en Belgique et ils l'ont prolongée du côté de Unilever parce que c'était une marque qui était devenue vraiment un espèce de trésor national. Donc là, c'est une marque qui a montré une très grande continuité, mais aussi une évolution vers davantage de sobriété. Ce qu'on voit souvent, c'est quand on n'a pas un renouvellement radical des messages, on va vers une communication qui est, j'ai envie de dire, de plus en plus dématérialisée, de plus en plus sobre, une représentation de plus en plus épurée, qui peut bien sûr être une manière de résoudre certains problèmes et de ne pas prendre trop de risques. Et puis, on a aussi eu, dans les années 80, des produits très, très populaires comme Dash, par exemple, avec des slogans qui étaient super matraqués, mais qui marchaient vraiment très, très, très bien, que tout le monde connaissait, qui étaient vraiment très, très, très efficaces. Mais là aussi, finalement, en ce qui concerne la lessive, l'évolution, elle se fait très, très tard. Donc, on a une ligne du temps avec une très longue continuité, et puis tout d'un coup, un espèce de sursaut en disant, bon, maintenant, ça va plus, quoi. Et même le lave plus blanc, bon, il passera plus, alors qu'il passait il y a quand même quelques décennies. Et donc, dans le public qui nous écoute, est-ce que, ben, c'est moi la question que je dois vous poser, est-ce que la publicité vous influence, vous agresse? Quelle est votre vision de ces messages publicitaires qui sont quand même omniprésents dans nos métros? Donc, on voit de plus en plus des publicités, des supports publicitaires avec des images en mouvement. Donc, enfin voilà, je ne sais pas comment notre public peut trouver ça. Et si vous avez une opinion à ce sujet, pour ou contre la publicité. Et là, je vois une main qui se lève. Ah, Sophia. Bonjour, Sophia. Si vous allumez, peut-être, Véronique, vous pourriez fermer votre PowerPoint. Oui, bonne idée, on vous verra tous Voilà. beaucoup Et mieux, voilà. Sophia, si vous allumez si tu allumes ton micro pour poser. Voilà. Sophia, on ne t'entend pas. Je vois que tu essayes.
Ah, vous êtes tous muets. OK. Oui. Donc, il faut vous... merci beaucoup. Il faut vous... S'ouvre pas? Ah oui, maintenant ça s'ouvre. Ouais. Est-ce que maintenant on m'entend? Oui. Alléluia. Il ne voulait pas. En fait, il disait que seul l'autre pouvait activer le micro. Mais voilà, donc moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que bon. Oh, on l'entend plus. Et maintenant, ça va mieux? Oui, oui. Ah, voilà. Donc, j'exprimais le fait que j'essaye vraiment depuis quelques années, depuis très longtemps, d'être le moins possible influencée par les publicités, chose que j'arrive à faire facilement parce que je n'ai pas la télévision, je ne prends pas les métros. Quand je prends ma voiture, j'écoute de la musique que j'ai choisie. Donc, et je ne les vois pratiquement plus, ces affiches. Et ça, depuis que je me suis dit que dans la période des années 80, j'ai vraiment eu une sensation où on essayait de faire glisser la société vers quelque chose qui lui ressemblait pas, en fait. Plutôt que de sentir un reflet d'une société, j'ai senti un glissement, une manipulation. Surtout avec, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces fameuses publicités pour les voitures, la Peugeot 806. Ça parle à quelqu'un, ça, la Peugeot 806, où c'était l'enfant qui donnait l'impulsion aux parents d'acheter cette voiture-là. J'ai trouvé ça horrible. On a glissé le rôle parental pratiquement dans les mains des enfants. Et c'est ce que j'ai vu se passer dans la société. Ça n'avait pas l'air d'avoir vraiment lieu avant. Il y avait effectivement une espèce de prise de conscience qu'un enfant n'était plus vraiment considéré comme un estomac sur pattes. Et il y avait plein de choses qui avaient évolué, mais de là à lui donner les clés de sa propre éducation, je trouvais que c'était terrible. Il y a quand même beaucoup de groupes je ne sais pas comment je dois l'appeler, qui sont contre la publicité et qui vont enlever les affiches dans les villes. À Londres, c'est assez fort. Et moi, j'ai entendu qu'à Grenoble aussi, c'est interdit maintenant. Il y a excusez-moi, je trouve pas le mot en français, mais le maire, il a été choisi parce qu'il avait proposé de ne pas avoir, plus d'avoir de la publicité dans ville, quoi. Et il a gagné les élections, quoi. Alors, faut aller une fois à Grenoble pour voir qu'est-ce que ça donne, j'imagine. Ouais. Parce qu'on est tellement habitué que on ne sait plus qu'est-ce qu'on voit et si on est infecté. Enfin, moi, je ne sais pas, quoi. Je pense que non, mais j'en suis sûre que ça fait quand même quelque chose. Sinon, les entreprises continuent pas à mettre tellement d'argent dedans, quoi. Je pense, mais je ne sais pas. Oui, Véronique, justement, vous avez parlé du jury d'éthique publicitaire. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des règles dans le message publicitaire ici en Belgique et en Europe en général? Est-ce qu'il y a des chartes que les publicitaires doivent suivre ou bien c'est simplement on peut faire ce qu'on veut? Il y a une éthique. Hein. Merci à tous pour vos messages. Et je vois qu'il y a des messages aussi qui arrivent dans le chat avec des réactions qui sont toutes extrêmement intéressantes et c'est très, très utile. C'est très intéressant de voir aussi le vécu, le rapport qu'on a aux publicités. Alors, en ce qui concerne les publicitaires eux-mêmes, il y a plusieurs questions qui se posent. Une, c'est l'autorégulation. Les publicitaires ont toujours dit, et ça commence dans les années 1900, on est capable de s'autogérer, de s'autoréguler. Évidemment, ce n'est pas au sens d'autogestion collective d'une ressource, mais c'est au sens de se mettre ses propres règles. Alors, bon, il y a eu des périodes où ça a permis, par exemple, d'arrêter d'avoir autant de publicité pour des charlatans, pour des produits toxiques qui se faisaient passer pour des médicaments. Mais finalement, quand on a un changement, c'est parce que l'État intervient.
C'est parce que c'est l'État qui intervient, par exemple, en disant, bon, voilà, il faut faire quelque chose à propos du paquet de cigarettes. Pour informer le consommateur de ce qu'il achète. Il faut interdire la publicité, même si c'est le cowboy Marlboro dans une représentation allégorique. Non, on ne le fait plus. Il faut dire que l'alcool sera consommé avec modération, ou il faut interdire de faire de la publicité pour de faux remèdes médicaux ou des choses comme ça. Donc là, c'est l'État qui intervient. Ce qu'il y a, c'est que l'État, il ne peut pas intervenir trop, puisque la publicité étant une forme d'expression, on n'est pas censé la censurer. Alors, bien sûr, s'il y a un appel à la haine, oui, mais alors on n'est même plus vraiment dans le domaine de la publicité commerciale. Pour certaines des images qu'on a vues, cela dit, ce serait une question. Mais là, il y a toujours eu cette idée, on ne peut pas censurer la publicité. Et donc, évidemment, ça a laissé aux publicitaires une énorme marge de manœuvre. Et c'est quelque part contre ça. Et quand vous parliez de glissement, c'est très intéressant de voir que c'est en 1974 que le jury d'éthique publicitaire est fondé. Alors, il y a des associations de publicitaires avant, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si même les publicitaires deviennent des professionnels, n'importe qui peut être publicitaire. À partir du moment où j'ai un boulot en agence, je peux être publicitaire. C'est pas comme être médecin, c'est pas comme être chirurgien, c'est pas comme être avocat où on peut se faire radier du barreau, etc., etc. Alors, il y a malgré tout des espèces de sanctions intraprofessionnelles, mais c'est rarissime et ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en effet, ce jury d'éthique publicitaire va recevoir toutes les plaintes, collecter toutes les plaintes. Et je pense qu'il y en a eu de plus en plus, notamment pour sexisme, parce qu'il y a quand même là matière à, j'ai envie de dire. Et donc, ce jury collecte les plaintes et puis va faire un rôle de médiateur entre la plainte et l'annonceur, en disant, écoutez, là vraiment, cette campagne, elle ne vous dessert pas, on a plein d'autocollants, de tagages, mais aussi de plaintes formelles envers le jury. Alors, à part ça, bien sûr, il y a ces associations de militants qui sont très importantes, qui peuvent aller faire des actions commando en mettant des petits papiers partout, qui peuvent aller demander là aussi des retraits, etc. Et bon, c'est la société civile et c'est bon, un poids certain. Je pense quand même que si les publicitaires se rendent compte qu'un certain type de message ne passe vraiment plus, je crois quand même qu'à un moment donné, la société civile sera entendue. Mais bien sûr, ça prend du temps et les gens en ont marre. Les algorithmes, le problème, moi personnellement, je vis aussi avec pas certaines actions non pub, etc. Mais malgré tout, quand je vois que si je cherche un canapé et que je reçois une publicité Ikea sur une de mes boîtes de réseaux sociaux dans l'heure, bon, c'est terriblement intrusif. Je trouve que c'est un côté comme ça vraiment très désagréable. Et justement, quelqu'un pose la question dans le chat sur la publicité numérique. Est-ce qu'il y a moyen de refuser cette publicité numérique, d'avoir des espèces de, comme les autocollants qu'on a parfois sur certaines affiches? Est-ce qu'on peut prévenir cette publicité numérique qui nous assaille? On peut mettre certains filtres. Moi, je les utilise énormément avec mes enfants parce que les enfants vont sur Internet et les enfants sont très, très forts pour contourner toutes les barrières. Donc là, j'utilise des filtres. Pour moi, pas, mais si quelqu'un a une solution miracle, je suis preneuse. Hélas, pas. Il y a une solution qui est pas miracle, mais qui est quand même. Quand on ne travaille pas sur Mac ni sur Windows, mais quand on travaille sur Linux, j'ai pu comparer parce que j'ai les deux systèmes. Non. Quand on travaille sur Linux, je prends, mettons, la une d'un journal. Sur Windows, j'ai un peu de journal et beaucoup de pubs autour. Sur Linux, j'ai juste des informations sans publicité. Donc, c'est possible. Ah, wow. Top. Donc, c'est un système open source voilà, qui n'est pas commercial en soi. Donc, il n'y a pas besoin de... Merci beaucoup. Donc, Linux permet de résoudre en grande partie ce problème-là. Est-ce que vous voyez... J'avais une autre question tout à l'heure. En parlant de lessive, mais aussi d'autres produits de grande consommation comme les margarines, par exemple, j'ai remarqué qu'une même multinationale peut avoir 4, 5 et plus de marques. Est-ce que ça veut dire qu'ils ciblent chaque fois des publics différents, des marques différentes? Oui, merci pour votre question sur les multinationales.
C'est le cas dans plein de domaines. Par exemple, un domaine pour le moment qui est controversé, qui est celui de la mode rapide, fast fashion, mode rapide. Des firmes qui ont eu beaucoup de critiques, comme H&M par exemple, ont redistribué leurs lignes sous des noms différents. Il y en a plusieurs dans ces grands groupes. Le groupe Inditex en Espagne fait la même chose. Donc, ce sont des groupes qui sont controversés pour leur méthode de production, donc qui peuvent avoir une très mauvaise presse pour ça. Et la solution est d'utiliser des noms de marques différents. Bon, donc c'est l'idée de dédoubler l'identité de marque pour pouvoir naviguer, j'ai envie de dire, sous une identité qui serait plus positive ou plus favorable. Bon, les consommateurs s'en rendent compte très vite. Est-ce que vous habitez en Norvège? Donc pour nous, la Scandinavie, c'est un petit peu le modèle du monde. Est-ce que vous voyez une différence dans l'approche publicitaire entre les pays scandinaves et la Belgique, par exemple, dans la gestion de la publicité ou les messages eux-mêmes publicitaires? Merci Pascal pour cette question. Bon, alors, c'est amusant ce que vous dites parce que quand j'ai commencé à apprendre la langue, une des choses qui m'a aidée, c'est paradoxalement la publicité à cause de la répétition des messages simples, informatifs, et que j'entendais vraiment de manière répétée. Surtout que les langues scandinaves sont assez dialectales. Donc, un des problèmes au début, c'est la compréhension à l'audition, parce qu'on vit en permanence quand même avec plusieurs dialectes autour de nous et ça peut être très désorientant, même si j'habite dans une grande ville ici à Oslo. Mais donc, du coup, la publicité, elle a aussi eu un effet d'aide sur moi. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappée, c'était la publicité au cinéma. Bon, pour le moment, les cinémas sont fermés. Mais notamment la publicité en direction des familles. Parce que là, il y avait des très forts stéréotypes dans l'humour, dans la vie de famille, dans ce qui était pour moi encore une autre vie à l'époque, quand je suis arrivée. Et je me disais, ah oui, tiens, ça marche comme ça. Bon, ou tel produit, il a une grande place culturelle pour telle raison. Le lait, par exemple, les gens ici sont très attachés à la production nationale de lait parce qu'ils pensent que la qualité est très bonne, c'est pas du lait UHT, etc. Donc les gens sont très attachés à ça. Et donc, par exemple, au début que j'étais ici, il y avait toute une série de campagnes pour le lait local qui jouait entièrement là-dessus. Le type qui part en vacances à Ibiza et puis absolument son lait norvégien, quoi. Donc il faut qu'on lui apporte. Et donc il y avait beaucoup d'humour et même d'humour assez autodépréciatif. J'ai envie de dire, c'était très humour belge sur des choses comme ça, sur un peu la relation qu'on a avec notre propre chauvinisme, par exemple. Il y a des choses qui sont absolument délicieuses, qui sont tordantes. Évidemment, là aussi, un côté assez amusant, c'est que quand on commence à rigoler avec ce genre de choses, on se dit « Ah bon, je suis en train de m'intégrer, je commence à comprendre ce qui les fait rigoler ou ce qui est censé les faire rigoler, etc. » Donc, j'ai envie de dire que la publicité ici, elle m'a fascinée, elle m'a beaucoup fait rire et elle m'a beaucoup aidée à entrer dans la culture. Même si parfois elle est stéréotypée et que je suis sûre que j'ai des collègues qui se disent « Oh, mais ça c'est vraiment casse-tête, enfin ces stéréotypes-là sont ridicules, etc. » Donc oui, je la regarde ici et je trouve que ça peut être amusant, en effet. Donc ma vision n'est pas tout à fait négative. Alors, il y a plusieurs réactions aussi sur le chat, notamment, qui parlent du caractère invasif de la publicité, qui est partout. Est-ce que l'on pourrait vivre sans publicité? Est-ce qu'on pourrait bannir la publicité? Est-ce que ça serait possible? Oui, merci. Ça, c'est une question qui est vraiment une question super importante. C'est vrai qu'ici, j'habite dans une ville où il n'y a pas tellement de pubs. Oslo, c'est pourtant, enfin, bon, c'est 600 000 habitants, c'est pas énormissime, mais il n'y a pas tellement de pubs. Bon, les Norvégiens comme d'autres, hein, on a vu ça en France, par exemple, très tôt, des comités de protection qui disent n'abîmons pas la nature avec nos panneaux publicitaires, donc pas de panneaux le long des routes, etc. Les Français ont eu là aussi des comités, encore une fois issus de la société civile, avec un discours très très fort en disant bon voilà, on doit pouvoir profiter d'un paysage sans publicité. Et je pense que ça c'est très bien et c'est vrai que là où le bâti est très dense, ça devient très très difficile. Ça devient très difficile
Et c'est vrai qu'en avoir moins, c'est beau. Par contre, ici, c'est la première fois, je pense, où j'ai vu systématiquement dans les transports en commun les publicités sous forme de films. Et là, je me suis rendu compte là aussi que mes enfants étaient complètement hypnotisés par ça, au point que dans le métro, j'avais peur qu'elle aille se mettre en dessous de la rame parce qu'elles étaient complètement absorbées par l'écran qui se trouvait de l'autre côté. Je me disais, enfin, il faut faire attention à ça, quoi. C'est vraiment hypnotisant. Donc, il y en a, mais peut-être pas toujours au même endroit. Et c'est vrai que quand le bâti est très dense, alors là, la publicité est vraiment partout, partout, partout. J'avais une question sur le fait que beaucoup de publicités ont migré sur le web. Apparemment, ça a eu des impacts sur la presse, les journaux, qui ont du mal maintenant à continuer d'exister. Est-ce que c'est bien le cas? Et donc, c'est peut-être une horrible bon côté de la publicité, cette fonction de maintenir la presse. C'est un double jeu. Merci, c'est une question très importante. C'est Jürgen Habermas qui expliquait ça très bien en disant que la publicité, elle était là pour démocratiser l'accès au quotidien puisqu'elle faisait diminuer le prix du journal quotidien. Et la question, c'était jusqu'à quel point on peut accepter de la publicité pour arriver à diminuer le prix du journal, en sachant que le journal, c'était la démocratie, parce que c'était l'accès d'abord au débat parlementaire et puis au débat politique, enfin, et tout le reste. Et là, maintenant, le problème qu'on a, c'est celui notamment des liens affiliés sur le web, parce que la presse perd du terrain, puisque l'information est relayée notamment par les plateformes des réseaux sociaux, et que ces plateformes elles-mêmes vivent de publicité, avec tout le problème des algorithmes dont on a parlé plus tôt, et du fait que nos données sont systématiquement fichées pour nous renvoyer ce que nous aimons, donc on ne nous renvoie pas à autre chose, mais on nous renvoie à ce qu'on est censé vouloir au vu de nos achats, etc. Et donc là, on a un problème très important. Je crois que le problème, ce n'est pas publicité ou pas, mais c'est de limiter les grosses plateformes de réseaux sociaux notamment, de les limiter drastiquement par des lois et de redonner plus de pouvoir à la presse sur la distribution de l'information. Et là, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir un législateur beaucoup plus ferme et notamment d'utiliser ce qui serait de nouvelles lois antitrust par rapport à ces plateformes. Je crois que là, il n'y a pas d'autre moyen de sortie. Mais en effet, il y a eu cette question. Elle est très importante de dire que c'est la publicité qui paye le prix un peu de la démocratie. Avec cette question, est-ce que la publicité, on la regarde? En fait, on est libre de la regarder ou pas. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parfois, cette liberté, elle est un petit peu forcée, comme ça, on a du mal à y échapper. Et puis, la question, c'est la qualité des messages. Jusqu'où on peut publier un message qui soit mauvais pour choquer, pour attirer, pour capturer l'attention. C'est toujours cette histoire de capturer l'attention. Donc oui, la publicité, elle se défend très bien de ce côté-là. Mais là, elle est reprise justement par ces fameuses plateformes, ces réseaux sociaux qui en fait, dérivent le revenu de là. Quelqu'un dans le chat pointe aussi le fait que la publicité peut aussi lutter contre les stéréotypes et changer positivement la société. Donc, il y a un côté qui n'est pas nécessairement un côté négatif et invasif, mais qui peut aussi faire évoluer notamment la question des stéréotypes. Je me rappelle à Bruxelles, c'était un peu dommage, pour cette Saint-Valentin, il y avait une publicité, vous l'avez peut-être vu dans les métros, où on voyait une publicité dans un restaurant avec une personne en chaise roulante qui était au restaurant pour célébrer la Saint-Valentin. Bon, évidemment, cette année, c'est un peu raté. Mais donc, ça peut aussi améliorer la représentation de minorités ou de personnes en situation de handicap. Absolument. Merci Pascal pour cette remarque qui est très importante. C'est un peu comme la publicité d'Ariel avec cet homme qui remplit la machine à laver tout à l'heure, c'est que ça vient très tard. Donc, c'est merveilleux quand on le voit. Je pense que moi, ça me donne énormément de joie de voir une publicité beaucoup plus diverse. Quelqu'un dans le chat explique que la publicité a toujours amusé et que les campagnes Dove proches de la culture
ceci n'est pas un savon, ou se positionne contre un certain nombre de stéréotypes, mince, grosse, etc. C'est aussi un autre exemple où Dove a voulu montrer des corps très différents, de couleurs de peau différentes, de corpulences différentes, de formes différentes, en disant voilà, c'est de la beauté partout. Et c'est vrai que ces campagnes, moi, elles m'ont aussi beaucoup marquée. Et c'était peut-être un des premiers tournants où on s'est dit ah voilà, une autre manière de montrer la beauté des femmes. Et je crois que là, on vit dans une époque qui est extrêmement intéressante parce que notamment dans le secteur de la mode, on voit que le corps de la mode est en train de changer. On voit qu'il y a une diversité d'âge, de corpulence, de couleur de peau qu'on n'a jamais eu auparavant pratiquement. Je vous ai montré tantôt les savons luxe, mais ça restait très très limité par certaines multinationales qui avaient quand même compris que bon, il fallait un petit peu s'ouvrir à tous les marchés. Mais maintenant, il commence à y avoir un véritable mouvement de révolte et d'opposition aussi en disant on en a marre de voir des corps complètement stéréotypés, de voir que la couleur qu'on appelle nue, par exemple, ou chair, eh bien, en fait, elle est blanche. Et donc, les marques ont intérêt à réagir très vite, simplement parce qu'elles se font boycotter de manière super brutale. Et donc là, on a une évolution qui est rapide et qui est sans précédent. Même si, bien sûr, comme vous le dites, c'est vrai qu'il y a toujours des marques qui ont voulu éduquer, qui l'ont fait bien, etc. Mais ce n'était pas nécessairement la majorité. Alors que maintenant, les consommateurs sont en train de réagir beaucoup plus rapidement. La publicité que je vous ai montrée tantôt, qui est absolument effarante, qui a été sanctionnée par le jury d'éthique publicitaire, cette publicité est quand même passée dans les médias et elle a fait l'objet d'un tollé absolument général. Dans les 24 heures, il y avait des messages dans tous les médias réclamant de la retirer. Donc, je crois que l'exemple que vous évoquez, Pascal, il est très important, il est révélateur d'un vrai changement. Et il faut espérer voilà, que c'est là pour durer, que ce changement-là, il va durer. Et cette publicité-là aussi, elle nous ouvre, elle nous apprend des choses, elle nous émeut, elle nous fait réagir. Et ça, c'est aussi un côté très chouette, parce que pourquoi pas aussi profiter de ces dimensions culturelles-là aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question ou un commentaire pour clôturer ce débat tout à fait passionnant. Mais peut-être la question des influenceurs, ce qu'on appelle les influenceurs, qui ont quand même énormément de place, notamment chez les jeunes. Et voilà. Merci, c'est une question qui est aussi qui est importante, je crois que là, les chercheurs sont un peu en retard là-dessus quelque part, parce que ça va extrêmement vite, vu aussi le type de médias, on est très loin de la presse du 19e. Mais là, il y a quelque part, il y a à la fois une prise de pouvoir sur certains milieux comme la mode par le consommateur qui va utiliser certaines plateformes pour faire de la publicité, et puis une récupération qui a été quasi immédiate, puisqu'on a vu que certains de ces influenceurs qui était un peu le consommateur lambda, finalement, très vite en faisait un métier, et donc était payé par la marque, et donc était récupéré par la marque. Avec le problème que certains de ces influenceurs ont commencé à être très, très efficaces pour vendre notamment de la fast fashion à des jeunes publics, à vendre des choses très bon marché, et où ça encourage aussi une consommation qui est au détriment du producteur. Et donc là, on a des très, très gros problèmes. Après, les influenceurs, c'est une catégorie extrêmement large. Est-ce qu'on parle... Bon, dans la mode, on les voit beaucoup, avec toute la question de vendre par des liens affiliés. Donc, ces influenceurs vont par exemple poster sur Instagram, il y a un lien, si on achète ce produit-là, eh bien, l'influenceur sera rémunéré. C'est une toute petite partie, mais au fil du temps, l'influenceur peut en faire un complément de revenu, voire même pour la poignée des plus connus, un revenu à part entière. Et donc, il y a eu progressivement aussi une critique de ces influenceurs en disant oui, mais bon, ce sont des intermédiaires, ils sont rémunérés, c'est en train de devenir un métier. Et donc, la fonction du média social, qui était d'avoir un retour immédiat du consommateur, elle a été quelque part confisquée 2 fois, parce que d'un côté, cette fonction, elle donne de l'info aux marques, et de l'autre, eh bien, il y a eu monétisation, et la monétisation est toujours en cours.
Donc, après ça, certains influenceurs sont très clairs là-dessus, expliquent, voilà, sont monétisés à autant sur tel type de produit. Ou quand ils font un article librement, ils mettent, voilà, celui-ci n'est pas monétisé. Mais donc, ce qui serait peut-être pas mal là, c'est d'avoir des pratiques plus claires, qu'on sache systématiquement ce qui est monétisé, ce qui ne l'est pas. Il y a une question dans le chat sur les stratégies publicitaires pour des produits du genre alcool, cigarettes, etc., pour contourner en fait les règles. Quelles sont les stratégies de ces produits, entre guillemets, tangents pour nous atteindre? Oui, merci. Je n'arrive pas à avoir tout à fait la question dans le chat, mais je vais me baser sur ce que vous m'avez dit, Pascal, parce que la question est passée plus haut et je n'arrive pas à avoir tout l'écran ici. Mais une des stratégies de contournement, c'est notamment le sponsor. Donc, sponsoriser des événements. Après, ça aussi, ça a été progressivement plus encadré, plus limité, etc. Mais pendant longtemps, si on regarde en termes historiques, pendant longtemps, la stratégie de contournement, c'était sponsoriser des concerts, de l'événementiel, des courses automobiles, enfin, bon, tout ce qui est possible. Donc là, voilà, ça c'est une possibilité de continuer une présence. L'événementiel continue, bien sûr. Maintenant, ça va être très intéressant de voir ce qui se passe avec cette crise sanitaire. Mais l'événementiel a continué à être une possibilité aussi. Le placement de produits, hein, les fameux James Bond et autres films, séries, etc. Le placement de produits, ça marche toujours très bien aussi. Donc la publicité, elle arrive à trouver des canaux, j'ai envie de dire, médiatiques très différents. Oui. Oui, donc Savinien fait la référence à Pepsi qui a voulu récupérer le mot en Black Lives Matter à travers une publicité et qui n'a pas fonctionné. Ah oui, je n'ai pas vu. Et donc, c'est vrai que ce qui nous préoccupe maintenant dans les grandes polémiques actuelles peut être récupéré aussi par des publicitaires. Oui, la marque de basket Nike aussi est un exemple remarquable, où là, il y a eu aussi la tentative de trouver des égéries de marque qui, là aussi, ouvrent sur des marchés plus mixtes, ouvrent sur une société multiculturelle, etc. Et parfois, ça rencontre aussi les consommateurs. Hein. C'est pas toujours une mission impossible. Ça peut fonctionner. Je pense que Nike, là, a parfois assez bien réussi à le faire. La marque elle-même a d'autres choses à se reprocher, comme des conditions de travail, de délocalisation qui sont parfois problématiques. Mais dans ce qui est la représentation des différences d'une société multiculturelle, etc., ils y sont pas mal arrivés. Merci pour le conseil pour Pepsi. Je vais essayer de la retrouver parce que je ne l'ai pas vue et ça m'intéresse. Si vous voulez en savoir plus sur la publicité liée à la lessive, venez voir l'exposition derrière le hublot ou consulter notre cahier. Vous avez un article d'ailleurs très intéressant de Véronique sur la publicité lessivielle. Donc, ce sont des questions tout à fait passionnantes. Merci beaucoup. Je vais remercier Véronique de nous avoir accordé cette heure et demie avec nous pour nous entretenir de ce sujet tout à fait passionnant. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie aussi de nous avoir rejoints dans ce premier webinaire. Il y en aura d'autres. J'espère vous voir au rendez-vous. À très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup.